Partie 1. Le fusil sur la table. Le fusil reposait démonté sur l'établi en acier de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, mars 1973. Paul Telly observait les composants, disposés dans l'ordre précis du remontage. Boîtier de culasse, ensemble mobile, levier amplificateur d'inertie, tringle de liaison puis de chargeur. Autour de lui, les machines de l'arsenal bourdonnaient durant le deuxième quart. Les tours façonnaient les ébauches de canons. Les presses emboutissaient les demi-coques des boîtiers. Les inspecteurs qualité vérifiaient les tolérances aux pieds à coulisses. Telly était ingénieur en chef ici depuis 8 ans. Il avait supervisé la production du fusil MAS-49, du pistolet mitrailleur MAT-49 et les modifications des systèmes existants. Ce projet était différent. L'armée de terre avait émis un besoin. Créer un fusil avec un canon de 48,8 cm, mesurant moins de 75 cm au total. Une conception conventionnelle ne pouvait y parvenir. Les calculs ne collaient pas. Il saisit le boîtier de culasse. Dans un fusil traditionnel, ce composant se situe devant la détente. Le canon est fixé à l'avant, la crosse à l'arrière. Tout le mécanisme de mise à feu occupe l'espace entre les mains du tireur et son épaule. Cette disposition était la norme depuis les années 1840, affinée par un siècle d'itérations techniques. Telly l'avait inversée. Le boîtier se trouvait désormais derrière la détente, calé contre l'épaule du tireur. La détente était reliée par une tringle de liaison, une simple barre métallique courant sur toute la longueur de ce qui serait normalement la crosse. Lorsqu'un tireur pressait la détente, la tringle transmettait ce mouvement vers l'arrière, libérant le mécanisme de mise à feu. Cette configuration portait un nom, Bullpup. L'EM2 britannique, les concepts soviétiques de Korobov, des prototypes expérimentaux américains, tous s'y étaient essayés. Aucun n'était entré en production de masse. Les défis restèrent les mêmes. Ergonomie délicate, mécanisme de détente complexe, fenêtre d'éjection trop proche du visage du tireur. Image de la configuration interne d'un fusil Bullpup comparé à un fusil conventionnel. Mais l'avantage spatial était indéniable. Telly mesura le prototype. Longueur totale, 757 mm. Longueur du canon, 488 mm. Le ratio était sans précédent pour un fusil de dotation. Ce format compact pourrait tenir à l'intérieur du véhicule de combat d'infanterie AMX-10P, où les soldats étaient assis coude à coude dans un espace conçu pour des pistolets mitrailleurs. L'armée française avait besoin de cette capacité. La doctrine de l'OTAN mettait l'accent sur la mécanisation, une infanterie transportée en véhicules blindés ne débarquant que si nécessaire. Mais les fusils existants étaient trop longs. Les soldats ne pouvaient pas se mouvoir efficacement à l'intérieur des véhicules avec leur équipement. Ils ne pouvaient pas viser par les fentes de tir. Ils ne pouvaient pas passer rapidement du transport au déploiement. Telly remonta l'ensemble du boîtier, faisant glisser la culasse dans ses rails. Le levier amplificateur d'inertie s'enclencha. Un petit composant usiné avec précision qui définirait tout le fonctionnement du système. Il verrouilla le boîtier du mécanisme de détente et connecta la tringle de liaison. Le fusil prenait forme. Dans 3 semaines, il tirerait ses premières munitions d'essai sur le terrain d'expérimentation de l'arsenal. Dans 5 ans, il entrerait en production. Dans 7 ans, l'infanterie française le porterait dans les rues de Beyrouth, à travers les déserts du Tchad, jusque dans les jungles de Guyane. Mais en cet après-midi de mars, il n'existait qu'en tant qu'assemblage de pièces usinées, une solution géométrique à un problème d'espace. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Partie 2. La contrainte. Paul Telly avait reçu le cahier des charges en octobre 1971. La direction technique des armements terrestres avait été explicite. Longueur totale maximale, 750 mm. Longueur minimale du canon, 480 mm. Calibre, 5,56-45 mm autant. Cadence de tir, 900 à 1000 coups par minute. Poids, moins de 4 kg chargé.
L'exigence concernant le canon était non négociable. Les études de balistique terminale montraient que les munitions de 5,56 mm nécessitaient au moins 480 mm pour atteindre une vitesse stable. Des canons plus courts créaient une flamme à la bouche excessive, réduisaient la précision et ne permettaient pas la fragmentation prévue lors de l'impact. L'efficacité de la cartouche dépendait de cette longueur. L'exigence de longueur totale était tout aussi rigide. Les dimensions intérieures de l'AMX-10P mesuraient 2,1 mètres de la banquette avant à la rampe arrière. 8 soldats s'y tenaient, sur 2 rangées, 4 par côté. Si chacun portait un fusil de 900 mm, la longueur standard du prédécesseur du FAMAS, le MAS 49-56, ils heurteraient les armes de leurs voisins à chaque mouvement. L'efficacité de l'espace intérieur du véhicule chuterait de 30%. Telly avait refait les calculs maintes fois. Une disposition traditionnelle nécessitait environ 200 mm à l'avant de la chambre pour la fixation du canon et le guidon, 150 mm derrière la chambre pour la course de la culasse et encore 200 mm pour la crosse. Total, 550 mm de longueur hors canon. Ajoutez un canon de 480 mm, et la longueur minimale possible était de 1030 mm. Le cahier des charges en exigeait 750. La seule solution était de supprimer les espaces vides. Dans une configuration bullpup, la crosse devenait le boîtier de culasse. L'espace derrière la chambre occupait le même volume que celui situé derrière la main de tir. La course de la culasse s'effectuait dans ce qui serait traditionnellement un espace mort. Cela permettait de récupérer environ 200 mm, mais les concepts bullpup comportaient des problèmes inhérents. Le M2 britannique avait été écarté en 1951, en partie parce que les soldats trouvaient son équilibre peu naturel. La course de la détente était décrite comme longue et spongieuse. La tringle de liaison introduisait une flexion qui dégradait la précision. La proximité de la fenêtre d'éjection signifiait que les douilles brûlantes sortaient à quelques centimètres de la joue du tireur. Pour les gauchers, cela rendait l'arme presque inutilisable. Telly s'attaqua à chaque problème systématiquement. La liaison de la détente nécessitait une tringle rigide avec un jeu minimal dans ses canaux de guidage. Il spécifia un diamètre de 4 mm avec une tolérance de rectitude de 0,05 mm pour 100 mm. La tringle serait en acier trempé, rectifié après traitement thermique. Le mécanisme de détente lui-même serait de conception à 2 étapes. Standard militaire, mais avec des distances d'engagement réduites pour compenser la longueur de la liaison. Le problème de la fenêtre d'éjection était plus délicat. La plupart des bullpup éjectaient latéralement. Le FAMAS éjecterait vers l'avant avec un angle de 30 degrés, grâce à un déflecteur intégré à la culasse. Cela exigeait un timing parfait. La douille devait avoir quitté la fenêtre avant que la culasse ne commence son cycle de retour. À 1000 coups par minute, cette fenêtre temporelle était de 0,006 secondes. Le système à masse additionnel et levier amplificateur devint la solution à plusieurs problèmes simultanément. En contrôlant le mouvement arrière de la culasse, il régulait le timing d'éjection, réduisait le recul ressenti et maintenait une cadence de tir élevée. Le bras du levier qui créait le retard mesurait 60 mm de long, pivotant sur un axe durci. Lorsque la culasse reculait, elle entrait en contact avec le levier avec un désavantage mécanique. La géométrie du levier forçait la culasse à parcourir 12 mm avant que le levier ne pivote complètement pour la libérer. Telly construisit le premier prototype fonctionnel en janvier 1972. Il tira 6 coups avant que la tringle de liaison ne se torde. Il la remplaça par une version plus épaisse. Le deuxième prototype tira 200 coups avant que le levier amplificateur ne se fissure au niveau de son axe. Il redessina le levier avec un axe de pivot plus large et traita l'ensemble de la pièce à une dureté Rockwell 58. Le troisième prototype tira 2000 coups sans incident. En avril 1972, la direction technique autorisa le développement complet.
le cahier des charges avait été jugé impossible. Telly l'avait rendu réalisable en supprimant le dogme voulant que le boîtier d'un fusil soit situé devant sa détente. Partie 3. Le mécanisme. Le levier amplificateur d'inertie mesurait 60 mm du point de pivot à la surface de contact. Il était usiné dans une seule pièce d'acier, traité thermiquement et rectifié. Dans le fusil assemblé, il reposait à un angle de 35 degrés, positionné de sorte que le mouvement arrière de la culasse le frappe avec un désavantage mécanique. Lorsqu'une cartouche est percutée, la balle accélère dans le canon, tandis que la pression de la chambre culmine à environ 3800 bars. Cette pression s'exerce dans toutes les directions, vers l'avant contre le projectile, vers l'extérieur contre les parois de la chambre, et vers l'arrière contre la tête de culasse. Dans le FAMAS, cette force arrière commençait à pousser la culasse dès l'allumage, mais la culasse ne pouvait pas reculer librement. Lors de son mouvement, une surface de came sur la culasse entrait en contact avec le bras du levier. La géométrie de ce dernier créait une résistance. La culasse devait pousser le levier sur son arc de rotation, environ 15 degrés, avant que le levier ne s'efface et ne lui permette de continuer sa course. Ce retard durait 0,003 secondes. Durant cet intervalle, la pression en chambre chutait du pic à environ 800 bars. Le projectile quittait le canon. La pression des gaz s'évacuait. Au moment où le levier s'effaçait et où la culasse reculait librement, la pression était descendue à des niveaux sûrs pour le processus d'extraction. Image du mécanisme à levier amplificateur d'inertie du FAMAS en position verrouillée et déverrouillée. La surface de contact du levier montrait des marques d'usure après un tir prolongé. L'équipe de Telly avait photographié ces marques tous les 500 coups. L'usure était constante, prévisible et contenue dans une zone de 4 mm. Cela indiquait une répartition correcte de la charge. Le levier ne faiblissait pas. Il fonctionnait comme une surface d'usure contrôlée avec précision. La conception en 2 pièces était cruciale. Le levier lui-même était un composant. L'axe qui le maintenait en était un autre. Si le levier venait à céder, se fissurer ou se casser, l'axe resterait intact. La culasse s'arrêterait. Le fusil cesserait de fonctionner immédiatement plutôt que de subir un incident de tir catastrophique hors batterie. C'était un comportement de sécurité intégré. Les tests au polygone de tir de Bourges avaient validé le système dans des conditions extrêmes. Des fusils gelés à 35 degrés créés, des fusils chauffés à 70 degrés et utilisés instantanément, des fusils immergés dans le sable, la boue, l'eau salée. Le système de levier continuait de fonctionner. Le timing du retard restait constant, à 0,005 secondes près sur toute la plage de température. Cette précision n'était pas un hasard. Elle résultait du choix des matériaux, du traitement thermique et de tolérance dimensionnelle tenue à 0,02 mm. La cadence de tir, 1000 coups par minute, était une conséquence directe de la conception du levier. En contrôlant le mouvement de la culasse, par un retard mécanique plutôt que par un emprunt de gaz, le système éliminait plusieurs étapes chronophages. Pas de tube de gaz à remplir, pas de piston à déplacer, pas de culasse rotative à déverrouiller. Le levier pivotait, la culasse reculait, le cycle s'achevait. Chaque cycle prenait 0,006 secondes. Cette vitesse imposait des exigences de formation. Un chargeur de 25 cartouches se vidait en 1,5 secondes en tir automatique. Les soldats devaient apprendre un contrôle de la détente bien plus fin que sur des fusils plus lents. L'armée française développa des exercices de tir spécifiques, rafale de 2 coups, rafale de 3 coups, tir automatique contrôlé. La capacité de l'arme dépassait la plupart des besoins tactiques, ce qui faisait de la retenue une priorité de l'entraînement. Le schéma d'éjection était tout aussi précis. Les douilles sortaient vers l'avant et la droite à un angle de 30 degrés, parcourant environ 2,5 mètres avant de toucher le sol. Ce schéma résultait de l'angle de la fenêtre d'éjection et de l'énergie de rotation de la douille au sortir de la chambre. Telly
avait calculé cette trajectoire pour s'assurer que les douilles s'écartent du corps de l'arme sans frapper le visage du tireur ni la structure du fusil. Pour les tireurs gauchers, la solution consistait en une culasse modifiée avec un déflecteur inversé. Cela nécessitait une installation en armurerie. Ce n'était pas une modification qu'un soldat pouvait faire sur le terrain. La culasse modifiée redirigeait les douilles vers l'avant et la gauche, maintenant le même angle et la même distance de projection. L'armée française finit par standardiser l'éjection à droite, formant les soldats gauchers à tirer comme des droitiers. Le levier amplificateur d'inertie, plus petit qu'un doigt, contrôlait tout cela. Il régulait le timing, contrôlait la pression, maintenait la cadence de tir et assurait un fonctionnement sûr malgré les extrêmes environnementaux. Tous les autres composants du FAMAS existaient pour soutenir ce que ce levier rendait possible, toute la capacité d'un fusil dans un format compact. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Partie 4. Affinement par les essais. La première série de production de 500 fusils débuta en novembre 1976. Chaque arme fut testée par un tir d'épreuve avec 3 cartouches en surpression de 30%, chargées à 4940 bars au lieu des 3800 standards. Si un boîtier de culasse devait faillir, cela devait arriver lors de l'épreuve, pas entre les mains d'un soldat. 17 fusils montrèrent des micro-fissures dans le boîtier de détente. Ils furent envoyés au rebut. Les 483 restants partirent à la direction de l'évaluation de l'armée de terre. Les tests de terrain commencèrent au camp militaire de Cannes-Juers, dans le sud-est de la France. Des unités de la taille d'une section menèrent des exercices de tir réels, manœuvres de mouvement, changement de chargeur sous pression, tir depuis les fentes de véhicules, opération nocturne. Après 2 semaines, les rapports identifièrent des problèmes récurrents. Le poids de départ de la détente était en moyenne de 6,2 kg, nettement supérieur aux 4,5 kg spécifiés. La tringle de liaison coinçait dans ses canaux de guidage à certaines températures. L'équipe de Telly remonta jusqu'au problème, la dilatation thermique. À 40 degrés C, les guides en polymère se dilataient juste assez pour créer une friction contre la tringle. La solution fut de réduire le diamètre de la tringle de 0,15 mm et d'augmenter le jeu du canal de guidage d'autant. Cela créait un ajustement plus lâche, mais fonctionnel sur toutes les plages de température. La fiabilité des chargeurs était inégale. Le FAMAS utilisait un chargeur droit de 25 coups, plus étroit que les chargeurs courbes habituels des autres fusils, de 5,56 mm. Cette forme droite était nécessaire à la configuration bullpup. Les chargeurs courbes créaient des angles d'insertion gênants. Mais cette conception droite augmentait les exigences de pression du ressort. Certains chargeurs ne parvenaient pas à alimenter les 3 dernières cartouches de manière fiable. La conception du ressort de chargeur fut révisée. Les ressorts originaux étaient faits d'un fil de 1 mm avec 12 spires par section. La révision utilisa un fil de 1,2 mm avec 10 spires. Moins de spires, un fil plus épais, une plus grande force de compression. La fiabilité des chargeurs grimpa à 99,7%, ce qui était acceptable pour les standards militaires. La poignée de garde-main, qui servait aussi de base de visée, avait tendance à prendre du jeu après des tirs répétés. C'était un problème de résonance. La fréquence de vibration du fusil en tir automatique correspondait à la fréquence naturelle des vis de fixation de la poignée. Avec le temps, les vibrations desserraient les filets. La solution fut d'ajouter des rondelles élastiques sous chaque tête de vis et d'appliquer du frein-filet lors de l'assemblage. Les tests de précision révélèrent une caractéristique inattendue. Sur un banc de tir à 100 mètres, le FAMAS groupait ses tirs dans un cercle de 4 cm, adéquat pour un usage militaire, mais pas exceptionnel. Cependant, lors de tirs en position debout ou à genoux, les groupements se resserraient à 3,2 cm.
Ce résultat contre-intuitif s'expliquait par la répartition des masses vers l'arrière, qui réduisait l'effet des mouvements induits par le tireur. L'équilibre de l'arme compensait l'instabilité humaine. Le bipied, intégré au garde-main, créait des interférences avec certains porte-chargeurs. Les soldats portant l'équipement de dotation standard constataient que les branches repliées du bipied s'accrochaient au rabat des poches lors des rechargements rapides. Ce n'était pas un défaut du fusil, mais un problème de compatibilité d'équipement. L'armée révisa les spécifications de ses porte-équipements pour s'adapter aux dimensions du FAMAS. Les tests environnementaux à Bourges soumirent les fusils à des cycles d'usure accélérés. Un exemplaire fut utilisé jusqu'à la rupture, 22 000 coups avant que l'érosion du canon ne dégrade la précision au-delà des normes. Un autre fut gelé, dégelé et utilisé à répétition pendant 3 semaines. Un troisième fut exposé à un brouillard salin pendant 72 heures, puis utilisé sans nettoyage. Tous continuèrent de fonctionner selon les spécifications. Le levier amplificateur montra des schémas d'usure cohérents sur tous les fusils d'essai. Après 10 000 coups, la surface de contact s'était usée d'environ 0,08 mm. À ce rythme, le levier nécessiterait un remplacement après 50 000 coups, bien au-delà de la durée de vie attendue du fusil. L'usure était prévisible, mesurable et non critique. En mars 1977, la direction de l'évaluation avait collecté les données de 156 000 tirs effectués avec les 483 fusils d'essai. Sa conclusion? Le FAMAS respectait ou dépassait toutes les exigences. La configuration bullpup, initialement vue avec scepticisme par les officiers traditionnels, s'était avérée fonctionnelle. Le système à masse additionnelle était fiable. Les dimensions compactes étaient un avantage tactique certain. En août 1977, l'armée française signa l'ordre d'adoption. Le FAMAS remplacerait le MAS 49-56 comme fusil d'infanterie standard. La production monterait à 30 000 unités par an. La géométrie de Paul Telly était devenue la doctrine militaire française. Partie 5. Comprendre les compromis. La configuration bullpup n'était pas un choix esthétique, c'était une solution imposée par une exigence impossible. Cette distinction était capitale, car elle expliquait chaque compromis intégré au FAMAS. Les dispositions traditionnelles des fusils ont évolué sur 150 ans pour optimiser l'ergonomie humaine. La détente se situait près du centre de gravité. La crosse s'étendait derrière le mécanisme, répartissant le recul sur l'épaule du tireur. Les organes de visée étaient montés au-dessus de l'axe du canon, créant une image de visée intuitive. Cette disposition n'était pas arbitraire. Elle représentait l'affinement cumulé de millions de tirs et de milliers d'itérations de conception. Le bullpup abandonnait cet héritage. En reculant le mécanisme, il déplaçait le centre de gravité vers l'arrière d'environ 15 cm. La détente n'était plus reliée directement à la gâchette. Elle passait par une tringle, introduisant une complexité mécanique et des points de défaillance potentiels. La fenêtre d'éjection se rapprochait du visage. Le levier d'armement devenait obligatoirement ambidextre, car il n'y avait plus de côté opposé clair sur l'arme. Ce n'étaient pas des défauts. C'étaient les conséquences inévitables du choix de la réduction de longueur au détriment de l'ergonomie. Telly l'avait compris dès le départ. Le cahier des charges exigeait un fusil de 750 mm. La physique et la géométrie ne proposaient qu'une seule voie pour y parvenir. Et cette voie imposait des sacrifices spécifiques. Le levier amplificateur d'inertie existait parce que la configuration bullpup rendait l'emprunt de gaz peu pratique. Dans un fusil à gaz, un tube court du canon vers la culasse pour acheminer les gaz de propulsion. Ce tube occupe de l'espace. Dans une disposition classique, cet espace se trouve au-dessus du canon, dans le garde-main. Dans un bullpup, cet espace n'existe pas. Le canon s'étend presque jusqu'à l'arrière du boîtier. Telly aurait pu utiliser un système à piston court, où les gaz frappent un piston qui percute la culasse, mais cela ajoutait du poids et de la complexité.
La solution de la masse additionnelle était mécaniquement plus simple. Laisser la culasse reculer, mais retarder son mouvement juste assez pour que la pression chute. Le levier était le mécanisme minimal nécessaire pour obtenir ce retard. La cadence de 1000 coups par minute n'était pas un objectif, c'était un effet secondaire. En éliminant le temps de parcours du système à gaz, le mécanisme à levier complétait son cycle plus vite que les fusils comparables. Le FN-FAL tirait à 650 coups par minute, le M16A1 à 800. Le FAMAS atteignait 1000, non parce que les soldats en avaient besoin, mais parce que le mécanisme était d'une telle efficacité. Cette cadence élevée créa le problème de la capacité du chargeur. Un chargeur de 30 coups aurait été proportionnellement plus long, augmentant la silhouette de l'arme. Le cahier des charges exigeait 750 mm. Un chargeur de 30 coups aurait ajouté 18 mm. Le FAMAS utilisa donc des chargeurs de 25 coups et les soldats apprirent à gérer leurs munitions en conséquence. La limitation de l'éjection à droite était également géométrique. Les fusils bullpup éjectent près du visage. Une éjection ambidextre nécessite soit un système d'éjection vers l'avant, complexe et lourd, soit une culasse interchangeable. Le FAMAS utilisa d'abord une culasse interchangeable, puis standardisa l'éjection à droite quand il s'avéra plus simple de former les gauchers à tirer comme des droitiers que de gérer deux stocks de culasses différents. Chaque caractéristique du FAMAS découlait de l'exigence de longueur. La poignée de transport existait parce qu'une visée montée à l'arrière n'était pas réalisable. Le bipied s'intégrait au garde-main car il n'y avait nulle part ailleurs où le fixer. Le pontet était surdimensionné car les gants d'hiver étaient obligatoires et il n'y avait aucune marge d'erreur pour les manipulations. Rien n'était stylistique. Tout était nécessaire. C'est ce qui rendait le FAMAS important. Il prouvait qu'un fusil bullpup pouvait fonctionner de manière fiable en service militaire. Pas de façon parfaite, pas de façon idéale, mais de façon adéquate. Le SA-80 britannique, l'AUG autrichien, le Tavor israélien, tous bénéficièrent des leçons démontrées par le FAMAS. Les configurations bullpup étaient viables. Les compromis étaient acceptables. Telly n'avait pas inventé le bullpup. Il avait prouvé que ça marchait. Partie 6, ce que cela signifiait, le FAMAS entra pleinement en service en 1980. Au cours des 3 décennies suivantes, environ 400 000 exemplaires furent fabriqués. Ils servirent au Liban, au Tchad, en Guyane, dans les Balkans, en Afghanistan. Les parachutistes français les portèrent. Les soldats de la Légion étrangère se qualifièrent avec eux. Les commandos de marine les utilisèrent lors d'opérations maritimes. La longueur compacte du fusil s'avéra être son principal atout. En zone urbaine, là où les soldats franchissent des portes, grimpent des escaliers et manœuvrent dans des espaces confinés, les 757 mm étaient mesurablement supérieurs aux 900 mm des fusils conventionnels. Les rapports après le déploiement au Liban en 1982 soulignèrent spécifiquement cet avantage. Les soldats pouvaient passer du véhicule à l'intérieur d'un bâtiment sans que l'arme ne devienne encombrante. Mais les compromis persistaient. Le départ de la détente, même affiné, restait qualifié d'adéquat, mais pas excellent. L'éjection à droite demeurait une contrainte. Environ 12% des soldats français étaient gauchers et duraient de s'adapter. La capacité de 25 coups était suffisante, mais pas généreuse. La cadence de tir élevée exigeait une discipline qui n'était pas maîtrisée de la même façon par tous. D'autres nations observèrent ces caractéristiques. L'Autriche développa le Steyr-AUG, avec une conception modulaire qui corrigeait certaines limites du FAMAS. Israël créa le Tavor, avec une ligne de mire plus longue et une meilleure ergonomie. La Grande-Bretagne adopta le SA-80, bien que les premières versions aient connu d'importants problèmes de fiabilité. Chaque concept intégra les enseignements de la carrière du FAMAS, preuve que le concept bullpup était viable, mais perfectible. Le système de masse additionnelle à levier, mécanisme emblématique du FAMAS, ne se propagea pas à d'autres modèles. La plupart des bullpups suivants utilisèrent l'emprunt de gaz ou des pistons à course courte.
Ce n'était pas parce que le système du FAMAS était défaillant. Il fonctionna fidèlement pendant 30 ans. C'était plutôt parce que les concepteurs privilégièrent d'autres priorités. Les systèmes à gaz permettaient des cadences ajustables. Les systèmes à piston isolaient la culasse des résidus de combustion. La simplicité du levier était un atout pour les besoins spécifiques du FAMAS, mais pas forcément optimal de manière universelle. En 2010, le FAMAS commençait à accuser son âge. La durée de vie des canons était en moyenne de 12 000 coups, acceptable pour une armée de conscription, mais limitée pour des forces professionnelles s'entraînant intensivement. Le fusil ne pouvait pas tirer de manière fiable les munitions standards de l'OTAN provenant d'autres pays. La chambre était optimisée pour les cartouches de fabrication française aux dimensions légèrement différentes. La disponibilité des pièces déclina à mesure que la production cessait et que l'arsenal de Saint-Étienne se tournait vers d'autres projets. En 2016, l'armée française annonça que le FAMAS serait remplacé par le HK416 de Heckler & Koch, un fusil de conception conventionnelle à emprunt de gaz. Les raisons officielles invoquaient la disponibilité des pièces, la compatibilité des munitions et la standardisation des accessoires. Le HK416 mesurait 880 mm crosse déployé, soit 130 mm de plus que le FAMAS. Les dimensions intérieures des véhicules n'étaient plus le facteur limitant qu'elles étaient en 1971. La doctrine tactique avait évolué. Le FAMAS resta en service jusqu'en 2020, puis fut progressivement retiré. Après 40 ans, son service actif prenait fin, mais son influence demeure. Il avait démontré qu'un fusil bullpup pouvait servir d'arme principale à une armée majeure. Il avait prouvé que la compacité pouvait primer sur les compromis ergonomiques dans certains contextes tactiques. Il avait montré que la masse additionnelle était un système viable pour un usage militaire. Paul Telly prit sa retraite de l'arsenal de Saint-Étienne en 1989. À cette époque, le FAMAS était en production depuis 13 ans et avait été porté par des centaines de milliers de soldats français. Le fusil qu'il avait conçu n'était pas révolutionnaire par ses matériaux ou ses optiques, c'était une solution géométrique à un problème spatial, exécutée avec précision et déployée avec succès à grande échelle. C'était là son héritage, la preuve que les contraintes techniques, bien comprises, pouvaient se transformer en conception fonctionnelle. Le FAMAS fonctionnait parce que Telly avait accepté ce que la configuration bullpup exigeait et avait conçu chaque composant pour satisfaire ses exigences. Le fusil était la matérialisation physique de la contrainte. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.